Hello et bienvenue dans Amulette Podcast, saison 2. Je suis Valérie Djoumessi et je suis entrepreneuse depuis quelques années maintenant. Je suis la directrice artistique du groupe familial Upgrade qui est géré par les Djooms. Je suis coach en développement personnel autour de la créativité, du style, de l'image et je suis également formatrice. Bienvenue dans mon podcast, je suis hyper contente et honorée d'avoir ton attention pour les prochaines minutes. Amulette, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que pour moi, la volonté, c'est de mettre en avant l'idée de la vulnérabilité, de l'authenticité et également de la liberté. Saison 2, on change un petit peu les choses, on se libère justement des cadres qu'on a pu mettre sur Amulette et on a des invités. Je suis hyper contente et j'ai tellement hâte de te faire écouter les super conversations intimes que j'ai eues avec des femmes et des hommes qui m'inspirent par leur courage, par leur vulnérabilité, par leur créativité. Et également, bien évidemment, toujours les monologues de Valérie qui te raconte sa life, également pour te donner le courage de raconter la tienne et d'aller en introspection dans ta vie et de te poser les questions et de ne pas avoir peur de toi-même en fait. Amulette Podcast, c'est ça, c'est thérapeutique pour moi, mais je pense aussi que ça l'est pour toi. Donc il y a une règle assez simple pour Amulette Podcast. Si l'épisode te touche, t'a remué, t'a fait réfléchir, alors ton devoir, le give back que tu dois me faire, c'est de le partager à 2 personnes autour de toi à qui tu penses que ça pourrait faire du bien. Et bien évidemment, tu peux commenter, tu peux liker, tu peux partager, tu peux même m'envoyer un petit message si tu le souhaites. Et en attendant, tous les épisodes sont disponibles sur le site upgradepodcast.paris/amulette. Tu peux y retrouver tous les podcasts de notre maison de production Upgrade Podcast. Amulette sort tous les vendredis en français and in English. Merci infiniment pour ton attention et c'est parti pour Amulette Podcast. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amulette Podcast. Je suis Valérie et je suis ravie de vous avoir pour ces prochaines minutes d'intimité, de conversation libre, d'authenticité, de vulnérabilité. Vous connaissez un petit peu l'esprit du podcast. Aujourd'hui, j'ai une artiste pas comme les autres. Vraiment, c'est une artiste que j'ai découvert sur Instagram via un compte qui s'appelle La Menstruelle. Et cette artiste incroyable travaille le sang menstruel dans ses œuvres. Ça m'a beaucoup touchée parce que c'est quelque chose que j'ai pu explorer aussi de mon côté dans mes explorations et mes chemins artistiques. Et je me suis dit que ça serait une super expérience que de discuter avec elle de son art et du cycle menstruel et de son pouvoir. Et on va bien évidemment voir où toute cette discussion nous mène. Vous connaissez également l'esprit. Donc, merci infiniment Narita d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue dans Amulette Podcast. Merci et merci à toi de m'avoir invitée. En fait, tu m'as présenté en tant qu'Anarita, c'est en effet mon prénom, mais c'est vrai que pour ma pratique artistique, j'utilise le nom de Ndrame. Ndrame, qu'est-ce que ça veut dire? Et alors, Ndrame, c'est un mot, enfin un nom qui est vraiment lié à mes origines. Parce que c'est dans mon dialecte, c'est-à-dire le dialecte de la ville de Bari, dans le sud-est de l'Italie, dans la région des Pouilles. Et ce mot veut dire entraille. Entraille, waouh, ok. Oui. Et du coup, j'ai choisi vraiment ce nom-là pour me définir artistiquement. Ndrame, ok. Oui. J'aime bien l'histoire qu'il y a derrière. Est-ce que justement, la première question que je pose la plupart du temps à mes invités, c'est qui es-tu en ce moment? Ndrame. Qui je suis en ce moment. Et ben, c'est une question très compliquée parce que ça tombe dans un moment de beaucoup de questionnements. Ouais. Mais Ndrame est une personne, tout d'abord, qui ressent beaucoup à partir de cet endroit-là, des entrailles, qui est persuadée que cet endroit est vraiment un cerveau. En plus, ça a été étudié et largement expliqué. Il y a des livres, des documentaires qui parlent vraiment du fait que l'intestin, le lieu des entrailles, c'est vraiment un deuxième cerveau qui a des neurones et qui pense. Donc, voilà, je cherche vraiment à être connectée à cet endroit-là. Et du coup,
j'ai envie que même ce que je fais en tant qu'artiste soit vraiment, que tout vienne et soit dirigé aussi à cet endroit-là. Ouais. Donc, je suis une artiste, ça m'a coûté du temps pour arriver à me définir comme ça. Parce que malgré le fait que j'ai toujours fait du dessin, de la peinture depuis vraiment toute petite, j'ai eu du mal à me définir avec ce statut-là d'artiste parce que je le trouvais arrogant. D'accord. Oui. Mais je pense qu'il y a un peu de ça, mais il y a aussi le fait que quand on est une femme ou une personne qui fait partie d'une minorité et qui a grandi dans un milieu où l'art n'est pas développé ou n'est pas valorisé, c'est compliqué de prendre position à cet endroit-là. Donc oui, ça m'a coûté beaucoup. Et puis, je sais que aussi dans ce que je fais, il y a bien sûr toute une réflexion artistique, mais il y a une partie que je revendique aussi et que c'est un peu celle du bricolage, dans le sens où j'aime bien mélanger des matières que je trouve dans la rue, des objets trouvés. J'aime ce côté un peu bricoleur qui n'est pas souvent associé à l'artiste avec un grand A, mais que moi je revendique dans mes pratiques. Et puis, aujourd'hui, c'est important pour moi de me définir en tant que personne qui vient du Sud, même si c'est qu'un Sud de l'Europe. Mais voilà, c'est un positionnement auquel je tiens aussi. Et puis aussi, par rapport à ma sexualité, aujourd'hui, la définition qui me convient le plus, c'est personne bisexuelle. Mais je ne sais pas si ça va amener à changer. D'accord. Ok. Ok, donc il y a des choses dans ton identité qui sont constantes, il y a des choses qui ont été difficiles à faire, comment dire, à faire émerger, ensuite à accepter, à verbaliser. Le côté artiste, je te comprends totalement. C'est difficile en fait de se proclamer, de se définir artiste parce que oui, je pense que le terme arrogant, c'est pas quelque chose auquel j'avais pensé, mais ça a du sens de se dire ouais, mais en fait, pour qui elle se prend elle? Exactement. T'es qui en fait? Et puis après, quand tu travailles sur l'identité de manière générale, tu te rends compte que l'identité, c'est toi qui la définis. Donc si tu te considères artiste, tu es artiste. Oui, et c'est aussi une manière je pense, de se donner de l'autoreconnaissance, en fait. Ouais. Mm. Qui est finalement la chose la plus importante et la chose par laquelle on devrait commencer de base. Parce que la plupart du temps, enfin, sur le parcours que j'ai dans ma définition artistique, c'est ah, mais si ils aiment, ça veut dire que mon travail est valable et que ça a du sens et que voilà. Alors qu'en fait, c'est moi qui devrais kiffer en premier. Oui, tout à fait. Et ben moi, c'est exactement la pensée dans laquelle j'ai été pendant longtemps, c'est-à-dire, c'est aux autres de me dire que je suis une artiste, c'est Ouais, aux autres de valider ce que je fais, mais en fait, ça, même pour son propre développement personnel et sa confiance en soi, c'est pas bien parce ouais. que à un moment donné, c'est aussi toi, prends-toi la responsabilité de te définir. Et pour moi, c'est quelque chose de difficile aujourd'hui. Ça l'a été aussi par rapport à ma sexualité. Ouais. Vraiment, ça m'a pris du temps avant de pouvoir m'épanouir vraiment par rapport à celle que je suis. Mais voilà, il y a toujours le problème de la légitimité. Ouais. Genre, à quel moment on se sent légitime et donc la validation des autres, c'est pas quelque chose que doit nous définir en fait. C'est à nous de le faire par nous-mêmes. Ouais. Quel a été le déclic pour toi pour la partie artistique? Parce que c'est une chose de se définir artiste, mais toi, tu es allé un step plus loin en disant: «Ouais, mais moi alors la matière, les matériaux que je vais utiliser», donc il y a de l'upcycling qui est pour moi aussi une grande définition de l'artiste, hein, parce que quand on regarde, ce qui se fait, dans certaines civilisations depuis la nuit des temps, on prend ce qu'on a autour et on en fait de l'art, en fait. Donc pour moi, ça a du sens et c'est aussi peut-être une mission artistique que d'utiliser et de transformer ce qui est déjà existant. Et toi, tu allais un step plus loin en disant: «Ben, en fait, si on transforme et on utilise ce qui est déjà existant dans la rue, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas ce qui est déjà existant en nous quand on est, une personne qui a justement un cycle menstruel?»
Qu'est-ce qui a fait que tu es allée, vers cette direction-là, toi? Ben, alors, en toute honnêteté, au départ, c'était quelque chose de très inconscient. D'accord. Enfin, je l'ai pas du tout rationalisé, en fait. Mais, donc il y a en 2013, parce que c'est l'année dans laquelle j'ai commencé à utiliser le sang, bah, un jour, j'ai eu mes règles, je suis allée dans la salle de bain et à l'époque, j'utilisais encore des serviettes industrielles, et j'ai regardé mon sang sur la serviette et puis sur le papier toilette, enfin la tache que ça laissait et en fait, je me suis dit que c'était beau. Mmh. C'est la première fois où j'ai trouvé ça beau et du coup, j'ai fait sécher, mon papier toilette, en fait et puis je l'ai regardé sécher et je l'ai trouvé intéressant, artistiquement parlant et puis, enfin, j'ai eu un peu l'idée, de façon vraiment très enfin, en fait, j'ai vu ce que j'allais faire avec. Je savais pas trop comment, donc cette idée en plus après j'ai pris des sopalins parce que le sopalin il est plus résistant et j'ai pris de la colle et j'ai commencé à composer une image avec. Je savais pas trop quoi faire avec tout ça, mais je sentais que j'aurais pu faire quelque chose. Donc si tu veux, ça a commencé un peu comme ça et puis euh, en travaillant cette matière, parce que même si c'est sec, tu mets de la colle dessus et du coup après ça se remouille un peu. Il y avait, comment dire, ça revenait un peu à l'état de départ, quoi, c'est-à-dire à l'état liquide. Et du coup, enfin, je sentais en fait qu'il y avait une charge de cette matière. Mmh. Euh, et peu à peu, j'ai commencé à m'y connecter. Et quelques temps après, j'ai un peu enfin, verbalisé et conscientisé ce que j'étais en train de faire. C'est-à-dire que le fait d'utiliser ce sang et de l'afficher, c'était une manière de me le réapproprier, Mmh. de dire en fait ce fluide qui sort de moi organique, ce n'est pas un déchet, Mmh. ce que beaucoup de personnes pensent, ce n'est pas un déchet, c'est de la force vitale. Ouais. Donc, à l'intérieur, il peut y avoir de la douleur, il peut y avoir de la souffrance, il peut y avoir de la joie, il peut y avoir de la frustration, mais en fait, ce n'est pas un déchet. Et du coup, je pense que c'est un peu, pour moi, le sens de travailler avec une matière organique. Et puis, comme tu disais, je suis sûre et certaine que même dans les premières peintures, dans la préhistoire, il y avait des animaux, par exemple, il y a un animal un insecte en fait qui pousse sur les cactus, D'accord. voilà, si tu le broies, ça fait du rouge et c'était un colorant, c'est un colorant ancien naturel. Mmh. Et, et je sais qu'il était utilisé aussi pour les peintures dans les cavernes. Et bah, moi, je suis persuadée qu'il y a eu aussi du sang mélangé à d'autres matières. Je me dis que même si on en connaît peu encore, les premières femmes qui ont peint, moi, je suis persuadée qu'elles ont utilisé leur sang menstruel, quoi. Mmh. Et, et puis, oui, je me dis aussi, pour moi, c'est le fait d'utiliser le sang. Aujourd'hui, c'est aussi une démarche hum, enfin, qui est proche de l'écologie parce que il y a plein de peintures qui sont toxiques. En fait, il y a une surproduction aussi de matières premières pour les artistes que, enfin, que moi, j'ai pas envie, dont moi, j'ai pas envie de me servir forcément parce que j'ai quelque chose entre les mains qui est déjà là Ouais. et que je peux réutiliser tant que j'aurai mes règles. Ouais. Euh, Puis, dans un sens plus profond et personnel, je pense que j'ai commencé à utiliser le sang parce que j'avais un profond besoin de soigner cette partie-là de mon corps. L'utérus, l'utérus, le vagin, les règles, les entrailles et tout ça. Parce que j'étais dans la détestation de mes règles pendant très longtemps.
et parce que j'ai subi quand même des violences gynécologiques, plutôt des affirmations plutôt violentes quand j'étais adolescente. Et parce que à cause du fait que j'ai un ovaire polykystique, micropolycystique, donc plein de petites kystes qui se forment autour de l'ovaire et qui empêchent d'avoir des cycles menstruels réguliers. Et c'est quelque chose de vraiment très répandu. Mais la première fois que j'ai consulté un gynécologue, il m'avait dit que c'était un problème, que mon utérus était trop petit, que je n'étais pas bien formée. Et du coup, ça m'avait vraiment marqué. T'avais quel âge? J'avais 15 ou 16 ans. Oh my God. Wow. Et bon, j'ai eu mes premières règles quand j'en avais 11. Et je me souviens bien, le jour où j'ai eu mes premières règles, moi, je disais que c'était pas des règles, genre que je m'étais blessée et tout. Et je niais le fait d'avoir des règles, je pense, parce que pour moi, ça voulait dire, j'avais appris qu'avoir les règles, ça voulait dire devenir femme. Et du coup, pour moi, c'était un peu une espèce de condamnation néfaste qui allait me empêcher de faire plein de choses. Wow. Mais je pense que c'est parce que j'avais aussi l'exemple de mes parents où je reconnaissais ma mère comme la partie faible et mon père comme la partie forte. Wow. Et du coup, comme je voyais ma mère dans l'oppression conjugale et dans ce partage des identités de genre vraiment très binaire et très inégal, je me disais, mais en fait, je suis condamnée à être comme ça. Et du coup, j'ai refoulé complètement les règles. Après, j'ai fait une aménorrhée de 6 mois. En fait, Alors attends, excuse-moi, on a eu un problème de son. ouais. Ah, c'est bon, c'est revenu. Donc tu m'as dit que tu avais fait une aménorrhée de 6 mois. Donc aménorrhée, tu peux expliquer pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est? Alors, une aménorrhée, c'est une absence de règles ou une interruption de cycle. Ça peut être lié à plusieurs facteurs. Moi, je crois que dans mon cas, du coup, la première fois que j'avais 11 ans, c'était aussi parce que c'était la première fois que j'avais mes règles. Et au début, tu te règles toi-même. Mais je me souviens que j'étais tellement contente de ne pas avoir mes règles que quand j'allais à la mer et j'avais des copines qui avaient déjà leurs règles, quand elles me disaient non, je ne peux pas me baigner parce que j'ai mes règles, moi, j'étais très contente parce que je disais, moi, je ne les ai jamais eues. Ah, d'accord. Ouais. Et puis, bon, je me suis habituée au fait de les avoir. Finalement, j'ai accepté, mais avec beaucoup de mal. Et jusqu'à mes 18 ans, quand je suis partie de chez mes parents, j'ai eu une absence de règles, une aménorrhée de 1 an, en oubliant totalement pendant cette année-là que je n'avais pas de règles. D'accord. Alors Et attends, après, c'est-à-dire que sur le moment, tu ne te rendais pas compte ou c'est après? Comment tu as oublié? puisque j'avais déjà des cycles irréguliers, D'accord. genre je voyais le premier, le deuxième mois passer sans les règles, je me disais c'est pas grave. En plus, je veux dire, il n'y avait aucun risque que ce soit autre chose. C'était juste une absence de règles. Et puis, du coup, après 1 an, j'ai eu des longs saignements pendant 1 mois. Je n'ai pas arrêté de saigner. Waouh. Pareil, moi, j'étais complètement déconnectée de mon corps. Genre, il y avait mon corps et mon utérus d'un côté et moi, j'étais ailleurs. Et, et voilà, j'en parle avec un ami médecin et qui me dit, mais en fait, voilà, ça va pas et tout. Et du coup, j'ai suivi un traitement homéopathique et peu à peu, j'ai rééquilibré tout ça. Mais je n'ai jamais eu un cycle très régulier. Et D'accord. ce qui, donc, de mes 18 ans jusqu'à mes 24, 25, quand j'ai commencé à travailler avec le sang en 2013. Et franchement, c'est un peu surprenant mais je sais que ça arrive à d'autres femmes qui utilisent leur sang dans leur pratique créative, artistique. C'est que même si j'ai pas tout réglé avec ça, mais et même si je ne suis pas forcément en paix avec mon corps et son fonctionnement et tout, mais depuis que je travaille avec le sang, mon cycle il est beaucoup plus régulier et
enfin, en fait, j'ai trouvé ma régularité. J'ai pas un cycle de 30 jours. Je m'en fiche. J'ai paniqué longtemps en me disant pourquoi mon cycle il est de 45, 50, 60 jours. Et en fait, enfin voilà, là, je sais que j'ai trouvé ma régularité. Euh, c'est sûr que cette pratique artistique de travailler avec le son m'a aidé dans ce sens. Enfin, m'a aidé un peu à commencer à faire la paix avec cette partie du corps. Et du coup, aujourd'hui, je suis beaucoup plus attentive. J'analyse plus mon sang. Ouais. Euh, enfin, je sais si quelque chose va bien ou pas. J'ai appris à connaître mieux aussi l'odeur, la consistance. Et voilà, ça, c'est quelque chose. Enfin, par rapport à mon point de départ, c'est énorme. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Par rapport à ton point de départ et par rapport, tu vois, il y a des personnes qui n'ont pas forcément eu l'histoire que tu as eue. Bon, moi, je suis toujours un peu persuadée qu'on est quand même assez influencé par notre lignée, par nos représentations parentales, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et que c'est ça qui va nous shape, nous modeler dans les 6, 7 premières années de notre vie. Mais il y a quand même des personnes qui n'ont pas forcément eu ce type d'exposition à des dysfonctionnements dans des familles, etc. Et qui sont quand même très, très, très peu à l'aise, voire extrêmement mal à l'aise, voire dégoûtés par leur propre sang. Et, euh, et ça, c'est plus, en fait, plus moi je suis dans cette, pareil, dans cette acceptation-là, dans cette attente, dans cet honneur de ce qui sort de mon corps. Parce qu'on honore ce qui rentre, on dit ok, mon corps est un temple, etc. Mais c'est toujours dans l'entrée, dans la partie entrée. Dès que ça Oui. sort, en fait, on considère plus que c'est un temple, quoi. C'est la déchetterie. Alors que le temple, il est de A à Z, en fait. Euh, et donc, euh, et donc, ouais, c'est aujourd'hui, en fait, je pense qu'il nous manque très, très grandement cette éducation-là, en fait, ce rapport-là au toucher, à l'odeur dont tu as parlé, à la texture du sang, parce que on nous a fait croire que c'était crade, que c'était dégueulasse, que c'était honteux, que c'était bleu. Et, Oui. et en fait, comme tu l'as dit, ça nous a déconnectés de nous-mêmes, totalement. Et du Mm. pouvoir qu'on a aussi d'être cette, bon, pas machine, mais cet être qui, à un moment donné, comme tu as dit, qui a cette énergie vitale qui va sortir et qui est chargé émotionnellement, peut-être même traumatiquement. Ça, c'est quelque chose auquel j'avais pas du tout réfléchi. Mm. Euh, et ouais, c'est fascinant, en fait, de t'écouter parler là-dessus. Ça donne vraiment d'autres perspectives. Mm. Ouais. Ben, oui, oui, non, je pensais à ce que tu disais sur le fait qu'on honore ce qui rentre et on n'honore pas ce qui sort, quoi. Oui, c'est exactement ça, parce que enfin, en me confrontant avec plein de personnes, enfin, même, enfin, surtout qui n'ont pas leurs règles, c'était vraiment, enfin, plein de fois, on m'a posé la question, mais pourquoi tu veux récupérer quelque chose qui sort de toi? Ouais. Si ton corps la sorte, bah, ça veut dire qu'il faut qu'elle dégage. Pourquoi tu la récupères? Enfin, ça m'a beaucoup questionné tout ça parce que je me disais, mais peut-être c'est vrai. Enfin, j'ai vraiment intériorisé le fait que ça pouvait être dégueulasse. Et du coup, je me disais, c'est chelou ce que je fais. Ouais. Et ça, c'était aussi parce que j'avais pas d'autres références qui m'inspiraient aussi, enfin, qui me donnaient de la force, quoi. Mm. Euh, oui, on sait que, enfin, même dans le podcast de la menstruelle, voilà, il y a tout un épisode du podcast où on parle de l'art menstruel. Est-ce que c'est possible de reconstruire une histoire de l'art menstruel? Et enfin, pour moi, quand j'écoutais cet épisode-là, c'était genre, waouh, c'était ce que je cherchais en 2013, en fait. Mm. Et après, enfin, je me souviens déjà à l'époque, je fais des recherches et j'avais trouvé certaines des artistes dont elle parle aussi dans l'épisode des années 60-70. Ce qui est dommage, c'est que enfin, je ne suis pas sûre que toutes les références qu'on a soient que du contexte occidental, parce que je suis sûre qu'il y en a eu ailleurs. Bien sûr. Euh, mais enfin voilà, à part ça, je ne connaissais pas d'artistes contemporaines qui travaillaient avec le sang. Et sinon, celles que j'ai connues après, c'était plutôt, c'est pas pour les critiquer, mais c'est juste que ça fait pas partie de mon, enfin voilà, de ce que je recherche, qui était dans la mystique féminine, un peu plus, enfin, dans le yoga, enfin, comment dire, dans une mouvance un peu plus hippie entre guillemets.
Et c'était plutôt de la peinture menstruelle. Sinon, j'avais trouvé, je me souviens, une artiste chilienne qui avait fait une expo où elle utilisait un peu les ronds de la broderie. Mhm. Et c'était juste en fait, des morceaux de tissu avec des taches de son sang à elle. Enfin, c'était très beau et tout. Mais moi, je cherchais à l'époque de façon désespérée des artistes travaillant avec le sang menstruel, mais dans une dimension collective. D'accord. Parce que moi, j'ai commencé à utiliser mon propre sang, mes propres tâches. Du coup, je prenais ma serviette de l'époque, je prenais du papier absorbant pour la cuisine, parce qu'il est plus épais, et en fait, je plaçais ma serviette sur le sopalin de façon que ça laisse une empreinte. Et puis, je le séchais sur un étendoir, et ensuite, je déchirais avec mes mains ou je coupais au ciseau la partie dont j'avais besoin pour créer mon image. Hum, Ensuite, des amis autour de moi m'ont dit, bah, écoute, si tu fais ça, moi, je veux bien te donner mes taches de sang aussi. Et du coup, tout au long de 2013-2014 bah, jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu pour moi une pratique qui, qui est d'une certaine façon collective, dans le sens où j'utilise le sang de plusieurs personnes. Sur une même Hum, œuvre, du coup, ou c'est sur des œuvres séparées? C'est sur une même œuvre ou c'est sur des œuvres séparées? Ça dépend en fait, parce que très souvent je les mélange. Ouais. Sauf si la personne qui me donne ces tâches, comme ça m'est arrivé, me dise j'ai pas envie que tu mélanges mon sang avec d'autres personnes, si ce n'est pas que toi, parce que je te connais. D'accord. Enfin, et en fait, ça a changé encore mon travail et aussi le processus du travail, parce que du coup, c'était pas que mon sang. Mm. Donc, ça ne parlait pas que de mon expérience à moi. Et du coup, c'était très bien parce que ça m'a aidé à comprendre que chacune a vraiment toute une autre histoire et toute une autre relation avec le sang. Il y a des personnes pour lesquelles, genre, c'est pas quelque chose de désiré et de sacré. Il y a des gens qui vraiment s'en fichent de ça et le vivent comme n'importe quelle autre expérience corporelle. Mhm. Il y en a pour qui c'est très douloureux. Il y en a pour qui, voilà, par exemple, en parlant de quelqu'un qui a l'endométriose, c'est tout autre chose. C'est un monde en fait. Ouais, c'est un autre monde. Et, et je cherchais du coup des artistes qui travaillaient dans une dimension plutôt collective, pas juste en parlant de soi, de son propre sang. Et en fait, j'en trouvais pas. Enfin, je n'ai pas trouvé. Et là, je sais qu'il y en a une même dont je ne me souviens plus le nom, mais elles en ont parlé, la menstruelle, dans l'épisode. Et c'est une artiste contemporaine. Mais voilà, je me dis, bon, ça va être un peu mon point de force, en fait. Le fait de parler quand même pour une communauté menstruante et de recueillir plein d'histoires, en fait, des personnes. Donc, j'ai commencé à répertorier aussi dans des espèces de poches, le sang, les taches de sang de toutes les personnes qui m'en faisaient don. Et du coup, maintenant, j'ai mon stock et je sais où je vais puiser pour réaliser mon collage. Mm. Waouh, je trouve ça fascinant. Je trouve ça vraiment fascinant et je trouve ça aussi hyper courageux dans une société dans laquelle, encore une fois, à la télé, on nous dit que le sang est bleu. C'est-à-dire que toi, il y a une forme de, tu sais, je sais pas si révolte, ça serait pas le terme, mais il y a un truc, ouais, de révolutionnaire, tu sais? Genre, en fait, tout ce qu'on vous a fait croire qui était vrai ne l'est pas finalement Mhm. et quand on vous fait croire ce genre de choses-là, c'est pour vous éloigner de vous-même. Donc d'avoir le courage, parce que pour moi, c'est une question de courage aujourd'hui, quand je vois et j'entends ce que certaines personnes qui sont menstruées, ce qu'elles peuvent se dire par rapport à leur propre corps ou à leur propre cycle. Et ce ne sont pas des personnes qui ont des difficultés spécifiques, donc il y a pas d'endométriose et cetera. Donc, on va dire un cycle, je mets des grosses guillemets, «normal», voilà. Hem, ouais, je trouve que c'est un acte de ouais, il y a un truc ouais, de rébellion et de comment on appelle ça? De résistance, c'est ça le terme que je cherchais. Mm. C'est ça ce que je cherchais comme terme.
Et ouais. Est-ce que du coup, toi, autour de toi, les personnes qui te donnent, du coup, qui te font don ou qui te prêtent leur sang, je sais pas comment ça se passe, parce que ce sont des œuvres que tu réalises ensuite et ensuite elles ont participé finalement à la réalisation de cet art. Comment Oui, se passe en exactement. fait le process? Est-ce qu'il y a des intentions spécifiques? Je suppose qu'en fonction du rapport qu'a la personne avec son propre sang, bah, ça peut être un truc: «Bon, je te le donne, je m'en fiche, enfin, fais-en ce que tu veux» ou d'autres qui sont en mode: «Ah non, 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 moi, c'est avec toi max, mais sinon le reste». Comment Oui. ça se passe du coup? Alors, bah, déjà, il y a eu des personnes qui m'ont proposé de elles-mêmes de me filer leurs tâches, de me faire don. Pour moi, c'est un don, en fait, Ouais, c'est bon. de me donner leur sang. Du coup, c'est toujours en forme de, enfin voilà, une tache de sang sur sopalin, quoi. Après, j'en ai reçu que, enfin, il y a que 2 personnes qui m'ont donné leur sang liquide parce que je voulais un peu expérimenter la peinture. D'accord. Heu, mais pour moi, déjà, c'est important. Pourquoi les tâches? Pour moi, c'est important que la personne fasse son propre, enfin, verse son propre sang D'accord. ou laisse l'empreinte de son propre, sa propre serviette, son propre sang elle-même, parce que chaque personne le fait différemment D'accord. et ce n'est enfin, vraiment quasiment jamais pareil. Mmh. Hem, du coup, dans ce sens-là, pour moi, c'est vraiment participatif. Enfin, parce que là, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est elle. Hem et puis, bon, il y a eu des personnes, avec lesquelles j'ai échangé et qui m'ont dit: «Je peux pas te donner mon sang». Mmh. Donc, des fois, c'était lié à des croyances, enfin culturelles, ou, enfin par rapport à une histoire de, oui, c'était souvent lié à la culture. Je dirais pas tellement à la religion, mais vraiment à la culture. Hem, Par exemple, je me souviens d'une femme qui m'a dit: «Non, je peux pas parce que voilà, de l'endroit d'où je viens, enfin, il y a quand même toutes des croyances, aussi et des pratiques, qui font que enfin, ce fluide-là, c'est quelque chose de très puissant. Mmh mh. Heu, donc, je te connais pas assez pour te donner ça, enfin, je sais que ça a un grand pouvoir, donc, je préfère pas». C'est hyper intéressant parce qu'il y a quand même des cultures du coup qui il y a alors c'est quoi? C'est un truc, qui est, dit à haute voix, genre on sait que le sang des règles des femmes est puissant ou c'est pas dit, mais on le sait en douce et donc du coup on ne permet pas, tu vois? Est-ce que c'est honoré à la hauteur du de l'inter enfin pas de l'interdiction, mais du: «OK, non, tu peux pas faire ça». Est-ce que tu Heu, Bah, moi, je dirais que tout ce qui concerne le sang menstruel, c'est toujours entre un grand pouvoir de vie, de machin et puis un truc néfaste. Enfin, ouais. ça jongle vraiment entre les 2. Et si on voit aussi l'histoire de la médecine occidentale depuis, enfin, la Grèce ancienne, comment les fluides ont été traités, enfin, en fait, on revient quand même un peu à ça. C'est quelque chose de puissant, mais c'est quelque chose qui, enfin, oui, qui est aussi néfaste, quoi. Qui fait peur Genre, plus que enfin, parce qu'en voilà, monstrueux, enfin, tu vois, c'est genre ça fait peur, quoi. Ça fait peur et on se dit: «Mais c'est quoi ce pouvoir et c'est quoi ce» il y a un côté un peu, tu sais, qu'est-ce qui quelle est la créature qui gère le sang? C'est les vampires, tu vois? Enfin, je veux dire, oui. tu vois? C'est un peu les mythes, les contes, les trucs qu'on racontait, je sais pas si tu as lu le livre, Femme qui court avec les loups de, Clara Estés Picoles? Oui, je l'ai pas tout lu, mais oui, Ouais, il il est est grand. ça me fait vraiment penser à ces mythes-là. Bon, elle, bien évidemment, elle a cette volonté de redonner le pouvoir enfin, à la femme ou en tout cas aux gens de manière générale via les mythes et le pouvoir, ouais, le pouvoir humain. Donc il y a c'est quelque chose c'est un don, c'est un cadeau, c'est pas quelque chose de négatif, mais ça fait quand même, enfin les gens je pense que les gens ont peur en fait, ont vraiment, vraiment peur et c'est peut-être ça aussi qui justifie ou qui explique en tout cas un grand nombre de violences gynécologiques dont tu as parlé, que ce soit, soit d'actes, soit de paroles, et il y en a énormément, énormément. Et en fait, ce qui est int en fait, quand on n'ouvre pas le sujet du cycle menstruel, du sang et cetera, on ne peut pas ouvrir les autres sujets qui sont liés à: «Est-ce qu'avec mon gynécologue ça se passe bien?» Voilà les choses qui m'ont été dites, et donc qui viennent ensuite créer des croyances sur ton
inadaptabilité en tant que femme qui a un cycle menstruel, tu vois? Mmh. Moi, je trouve ça terrible parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Oui, tout à fait. Mais enfin, oui. Mais c'est pour ça, enfin, je te disais, comment dire? En transformant cette pratique qui venait vraiment de moi, de mon expérience, où j'étais amenée à cacher mon sang, à penser que c'était néfaste, que c'était la pire chose qui pouvait m'arriver de ma vie, enfin, à parler avec d'autres personnes qui étaient dans toute autre, représentation et enfin et parcours personnel vis-à-vis de ça, enfin, ça m'a aidé beaucoup. Donc enfin, pour moi, c'est vraiment, je le considère comme un don, Mmh. le fait de recevoir des tâches. Et puis, à chaque fois, enfin, c'est intéressant de voir vraiment comment chacun le vit. Et donc, par rapport à ce qu'on disait bah, du processus et de comment ça se passe, bah, du coup, moi, je demande enfin, déjà, je demande quel est le type de protection menstruelle utilisée. Ouais. Et là, je sais qu'on a enfin, un gros panneau de choix, enfin gros, un panneau moyen de choix, bah, c'est-à-dire si on a des serviettes industrielles ou oui, parce que quand même il y a une différence entre les industrielles et les serviettes en tissu. Bah, Ouais. si tu as des serviettes industrielles ou jetables, bah, du coup tu prends la serviette et tu laisses une empreinte sur le sopalin. Par exemple, moi, j'utilise très souvent des serviettes en tissu et du coup, quand tu laves tes serviettes en tissu dans un tout petit pot d'eau, bah, l'eau, elle se colore. Et Ouais. du coup, moi, je m'amuse. Enfin, en fait, mes tâches aujourd'hui sont surtout claires parce que du coup, j'utilise ce processus-là et du coup, j'ai du rose qui se transforme en marron très, très clair. Ouais. Euh, Ensuite, bah, on a la cup et c'est vrai que c'est un peu l'outil qui est le plus versatile et adapté, je pense, par rapport à ce que je fais. Mais paradoxalement, c'est l'outil que moi, j'arrive pas à utiliser. D'accord. OK. Parce que pour moi, enfin, du moment où il faut introduire un objet et tout, enfin, j'ai vraiment, je peux pas. D'accord. Et pendant le confinement, j'ai vraiment essayé. J'étais très très frustrée de ne pas pouvoir utiliser cette Benny Mon Cap qui est vraiment genre super enfin, qui est super révolutionnaire pour plein de personnes et que même dans le milieu féministe, voilà, elle est tout le temps là, la cup, mais moi, vraiment, j'arrive pas. Ouais, ouais. Et je pense que je me suis infligée encore une autre violence parce que je me disais, mais pourquoi tout le monde utilise ça et tout, c'est super bien, pourquoi moi, j'arrive pas? En plus, avec ce que je fais et tout, je veux utiliser le sang liquide, comment je fais? Et bon, j'ai abandonné l'affaire. Mais effectivement, pour les personnes, enfin, je reçois beaucoup de tâches de personnes qui utilisent la Moocop. Et du coup, là, enfin, voilà, tu la vides de la manière dont tu veux. Tu peux aussi la rincer un peu et enfin, la vider sur le sopalin. Et ça donne vraiment des choses très, très différentes. Et Mmh. c'est super beau. Euh, et puis, il y a l'éponge menstruelle. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien utiliser. Tu m'en avais parlé au téléphone, mais alors je Oui. connais pas du tout les plans menstruels. Oui, bah, du coup, l'éponge menstruelle, enfin, ça, c'est ce que j'ai appris aussi à travers le livre de Jack Parker, que, enfin, si tu veux, on pourra citer après, Ouais. où elle, enfin, c'est très bien fait, elle explique tout, enfin, le type de protection qu'on a à disposition aujourd'hui. Et du coup, bah, l'éponge menstruelle, moi, j'ai envie de l'essayer parce que je me dis que c'est intéressant le côté, bah, tu l'introduis comme si c'était un tampon, Ouais. mais tu peux la retirer en mettant un fil, en fait. Et je me dis que c'est quelque chose de plus mou et naturel que la Ouais. cup. Et, et donc, au moment où tu la retires, bah, je me suis dit que ça peut être intéressant de faire justement, d'utiliser l'éponge bah, comme support artistique aussi. Ouais, ouais, ouais. Et puis, bah, puis bon, on a les culottes menstruelles, mais ça, c'est plutôt enfin, un peu comme, comme les serviettes en tissu.
enfin, pour le type d'utilisation, pour ce que je fais. Et puis la différence des rendus, ça dépend aussi de la quantité de sang qu'on produit, quoi. Mm. Et puis, bah, par exemple, si on utilise des tampons, bah, en gros, avec le tampon, pareil, enfin, tu tâches ton sopalin. Donc, je sais que c'est quelque chose d'assez difficile. Enfin, des fois, les gens ont du mal à comprendre quand je dis et j'utilise des taches menstruelles. Enfin, en fait, tout le monde pense que j'utilise du sang liquide. Ouais. Euh, et enfin, non, j'ai utilisé ça une fois pour un atelier d'écriture créative. Mais en fait, je me suis rendu compte que pour moi, c'était énergétiquement parlant, c'était beaucoup plus chargé. Parce que du coup, bon, j'ai utilisé ce sang de moi et une autre personne qui était dans deux pots. Et, et en fait, au moment de l'utiliser, de peindre avec, en plus, c'était un support, genre un espèce de papier cartonné qui n'était pas super absorbant. Et D'accord. du coup, j'avais l'impression que, enfin, on dit souvent que, voilà, que le sang pue et tout. En fait, c'est pas que ça pue, mais après, ça dépend aussi des cycles. Parce que des fois, l'odeur du sang n'est pas le même. Et en fait, moi, quand j'ai réalisé cette peinture-là, en fait, je me sentais, c'était tellement chargé et quand même, je sentais l'odeur que, en fait, la tête tournait. Et c'était vraiment, enfin, c'était chargé. Alors que le fait de travailler en tâches sèches, je le trouve beaucoup plus léger, Ouais. énergétiquement parlant. Un peu plus détaché, peut-être. C'est comme ça. Est-ce que ça, pas que ça perd, mais que ça, peut-être que ça s'évapore un peu ce pouvoir-là, d'une certaine manière, que tu sens pas aussi fort. Oui, ça s'évapore forcément. Enfin, comment dire, s'il y a une odeur, elle est vraiment légère. Ouais. Enfin, au moment où je passe de la colle dessus, comme je te disais tout à l'heure, quand même, ça se remouille, donc ça revient un peu. Mais c'est pas. Enfin, je sais pas, c'est aussi parce que je pense aujourd'hui, je suis beaucoup à l'aise avec cette méthode-là, enfin, que j'ai un peu inventée moi-même. Hum, mais enfin, voilà, c'est bien aussi d'expérimenter la peinture parce que c'est autre chose, en Ouais, fait. complètement. C'est un autre univers. Mais moi, j'aime bien l'idée de la tâche parce que c'est quelque chose qui reste. Et c'est un peu dans cette idée de ça, enfin, comment dire, c'est pour casser ce tabou de c'est sale, t'as Ouais. taché un truc. Ouais, d'accord, ok. Ouais, vraiment. Et Alors, je dors, je tâche mes draps. je me lève en cours, j'ai une tâche. Est-ce que j'ai une tâche? Je comprends. Oui, Comment est-ce oui. que tu as reçu tes œuvres par le public ou les personnes qui y sont exposées? Alors, bonne question. Et ça dépend du public. Ouais. Je vais pas te nier que surtout au départ, il y a des personnes que je savais qu'ils n'étaient pas très ouverts à la question, auxquelles j'ai même pas dit que c'était du sang. Donc, Mmh. parce que quand le sang sèche, euh, tu as l'impression, il devient un peu marron, tu as l'impression que c'est un peu, genre, il y a des gens qui m'ont dit c'est du cuir. Tu Ah travailles d'accord. avec du cuir. Ah oui, parce que toi tu le fais, OK, en peinture, ça fait un peu aquarelle quand il est dilué. Tu vois, tu Oui, exactement. Exactement. Et enfin, voilà, alors que moi, hein, ça peut, par exemple, si je fais une surface, parce que je peux remplir à bloc une ouais, surface que de sang qui était très rouge et tout, mais qui devient un peu marron avec le temps. Et du coup, plein de fois, il y a des gens qui ne savent pas que c'est du sang, parce que ça d'accord, se voit pas forcément. ouais. Et moi, j'aime bien ça, dans le sens où des personnes qui sont peut-être dégoûtées par le sang, ils vont voir, ils vont dire ah mais c'est bien, hein, voilà. Et des fois, je n'ai pas osé le dire. Pourquoi on me dise pas genre ah mais t'es bizarre, pourquoi tu travailles avec ça et tout. Alors d'autres personnes qui sont, disons, dans la communauté féministe ou queer, enfin ça va. Ça va, voilà, ça choque pas, quoi. Mais quand même, je me souviens de ma première expo à Paris, il y avait des personnes qui étaient quand même un peu surprises Ouais. de voir ça et qui n'étaient pas trop fans, quoi. Ah, Et pourtant, c'était des personnes du milieu féministe. d'accord.
Bon, après, on sait, enfin, ça dépend, je pense, aussi du milieu, mais ça dépend pour moi aussi beaucoup aussi des personnes, de sa propre relation à ça. Complètement. Et puis, sinon, bah, les personnes autour de moi sont plutôt, enfin, oui, mes alliés, les personnes qui sont autour de moi, enfin, me soutiennent à fond. C'est les personnes desquelles je reçois les tâches de sang, donc il n'y a pas de souci. Euh, Puis, bah, par exemple, dans ma famille, bah, ma mère, par exemple, c'était compliqué aussi de recevoir ce que je fais parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Ouais. Et oui, sinon, enfin, voilà, plein de personnes qui étaient un peu dans le genre, oui, disons que l'expression, c'est un peu Ouais. du rejet Ou du dégoût. ou du dégoût, oui. Oui. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont super fans et qui trouvent ça très bien. Vraiment, ça dépend beaucoup des personnes. Et sinon, après, il y a des personnes qui ne disent absolument rien. Euh, par Non. exemple, bah, j'ai participé à un festival à Arles en février où il y avait des parcours où des groupes de personnes faisaient des tours dans des ateliers où les artistes exposaient, dont moi. Et donc il y avait des personnes jeunes, il y avait des personnes plus âgées. Et voilà, des fois, j'étais surprise du fait que des personnes âgées et même des hommes cis âgés soient intéressés par le travail et que d'autres personnes desquelles j'aurais attendu un peu plus d'appréciation ou de compréhension, ben, ont eu des réactions super violentes. Enfin, il y a eu aussi une éditrice, oui, il y a eu une éditrice italienne avec laquelle j'ai été mise à qui avait vu mon travail à Arles, qui m'a dit que pour elle, mon travail était dégoûtant, que absolument elle n'avait pas envie de le publier et que pour elle, ça ne dessert pas la cause des femmes. Wow. Mais sûrement pas la sienne et pas la mienne non plus. Donc, en plus, c'est quelqu'un qui s'est permis de porter un jugement. Ouais. Enfin, je trouvais ça super violent. Et en fait, pour moi, la question, c'était qu'est-ce que cette personne n'a pas réglé avec son propre Ouais. corps et son propre cycle? Ouais. Parce que sinon, et, mais du coup, j'apprends beaucoup de choses en faisant ça, en fait. Et aussi, j'arrête de le prendre pour moi Ouais. et je me dis, OK, enfin, tu es en train de me dire ça à moi, mais en fait, qu'est-ce que tu veux dire à toi? Toi, non mais tellement. Mais pour moi, c'est très difficile de faire ce travail parce que je suis super sensible bah, voilà, du regard des autres, des observations des autres. Je me mets super en question, surtout quand c'est des personnes pour lesquelles j'ai de l'estime, Bien sûr. ou- qui pour moi ont de la valeur. Mais là, vraiment, pour moi, ça a été très, très clair. Euh, Ouais, c'est vraiment ce que tu. Enfin, je te rejoins en fait. Le regard de l'autre qui est difficile et c'est ce qu'on disait au début et cette capacité en fait à se dire, ok, là en fait, je ressens ça et je reçois ça en pleine face d'une violence énorme. Sachant qu'en plus, si tu es enfin, quand tu es dans ce travail-là, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'ouverture du cœur parce que tu exposes tes entrailles, tu exposes qui tu es. Et donc de recevoir ça en retour et de se dire, attends, avant de mettre le bouclier là pour me protéger, me dire en fait, qu'est-ce que elle a. Enfin, il y a une forme de compassion quand même de dire, mais en fait, qu'est-ce qui va pas chez elle? Parce que tu peux ne pas aimer. C'est une chose. oui, C'est oui. pas. L'art, c'est ça en fait, c'est qu'il y a il y en a pour tous les goûts. Mais ensuite, venir dire que c'est dégoûtant et de venir, oui, porter un jugement de valeur sur toi alors qu'a priori elle ne te connaît pas, c'est ça qui est problématique, surtout si c'est une personne qui est censée être dans le milieu de l'art. Ouais. Oui, art, littérature, du coup. Ouais, Oui. tu vois? Ouais, oui, tout à fait. Mais enfin, du coup, enfin voilà, cette question du dégoût, parce que du coup, ce sont les mots qui ont été utilisés. Enfin, je me dis, quand quelqu'un est dégoûté par le sang menstruel, enfin, en fait, pour moi aujourd'hui, c'est mais de quoi ça parle chez toi? Mmh. Parce que quand même, enfin, de quelque sorte, tu viens de là aussi. Exact. Même pas de quelque sorte a priori. Ah oui! Enfin,
Enfin, tu vois, il n'y a pas d'autre. Enfin, je dis de quelque sorte parce que quand il y a des règles, il n'y a pas de fécondation, mais enfin, Oui, je veux dire, enfin, c'est de c'est là que tu viens en fait. oui, c'est la même source. C'est la même Oui, source. Et, ouais, et ce qui permet d'être là, c'est qu'il y a ça aussi. Ce qui permet d'avoir cette conversation-là et que tu puisses me dire que tu es dégoûté, c'est parce qu'à un moment donné, il y a ce sang qui est là, qui n'est pas toujours utilisé, mais quand il est utilisé, tu es là, toi. Tu vois, mm, donc, ouais, c'est intéressant comme, je pense, comme limite outil introspectif, tu vois, d'avoir ces personnes-là. Et en fait, toi, tu es là et tu fais, alors lui, il se sent bien, elle se sent pas trop bien. Lui, ah, elle a l'air d'être OK, lui, elle a l'air d'être à l'aise. Ah non, elle a des trucs à régler. Et aussi de voir que toi, finalement, là où tu pars, d'où tu pars dans ton chemin initiatique pour t'approprier ton propre corps, etc., bah, t'as fait un sacré parcours finalement. Même si tu n'es mm, pas totalement enfin que tu as encore du chemin à parcourir parce qu'on en a tous. Mais ouais. est-ce que les gens aussi ne te permettent pas d'avoir cette réflexion-là? J'ai pas compris. Si les gens me permettent d'avoir cette Le fait réflexion-là, d'avoir en fait les réactions de ces personnes-là, est-ce que ça te permet pas toi de te dire ah, mais en fait ouais bon oui j'ai des choses à encore il y a plein de choses à régler, à accepter machin, mais ça, enfin ça va quand même, tu vois? oui, oui, mais c'est difficile. Enfin, des fois, enfin récemment, je me suis dit que, ok, je commence à régler des choses par rapport à cet endroit-là, de l'utérus, des règles chez moi, et du coup de l'acceptation. Enfin, aujourd'hui, j'aime mes règles, je peux le Ouais. dire, et c'est énorme. Mais en toute honnêteté avec moi-même, des fois, je me suis dit, quand il y a eu cette histoire de mon cap, où vraiment j'ai souffert, j'ai eu du mal, j'ai pleuré quand je l'ai mise, enfin, j'arrivais pas, je le sentais vraiment comme oui, une violence dans mon corps. Enfin, je me suis dit, mais en fait, j'ai le droit de dire que j'aime pas cet objet-là. Mmh. Et il faut pas que je me mette de la pression pour, soi-disant, me libérer d'un tabou. Non. Mais des fois, enfin, comment dire, je me dis, des fois, j'affiche tellement voilà, le sang des règles qui parle de cette partie de mon corps et tout. Mais c'est aussi parce que il y a d'autres parties sur lesquelles je dois encore bien travailler. Et du coup, comment dire, j'ai pas envie de dire ah moi je suis totalement décomplexée, je travaille avec du sang, enfin pas du tout en fait. Mais en tout cas, une chose que j'ai compris et que je revendique et qui est, enfin deux choses sont très importantes pour moi, très importantes, c'est le fait que le sang, à toutes les personnes qui disent c'est du déchet, pourquoi tu récupères ça, c'est en fait pourquoi ça dégoûte plus un sang qui témoigne de la vie, et je ne parle pas d'enfant, fécondation, enfin, mais vraiment c'est un corps qui est en vie. Mmh. C'est le seul sang qui coule sans blessure, enfin, sans violence. Waouh! Ouais. Donc, en fait, pourquoi ça choque plus que voir des personnes mortes, du sang de mort? Et mais enfin, après, je comprends très bien, c'est que même dans la plupart des cultures, enfin, au moins celles que je connais, on célèbre que le sang de la mort. Ouais. Enfin, et regarde ce qu'il y a enfin, dans nos villes, enfin, il y a des monuments, des statues, des œuvres d'art, enfin, tout, enfin, où enfin, le sang de la mort est célébré. Alors Même même si on le voit forcément, même si on le voit plus, on le voit pas, mais enfin, le sang de la vie, enfin, non. tu vois, et c'est marrant que tu dis ça, c'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression on n'a jamais été autant déconnecté de la mort. Tu vois, c'est ça qui est paradoxal. Donc on érige des statues, et cetera, et cetera, et en même temps, il y a une forme de déconnexion avec la mort, donc ça reste quand même quelque chose de très froid, de très distant, de très, solitaire, de très tu vois? Et en effet, il y a pas de monument spécialement dédié à la vie, ou en tout cas, toutes les représentations qui sont liées à la vie, et qui ne sont pas liées à la vie telle qu'on l'envisage, donc féconder et des enfants, elles ne sont pas célébrées, elles ne sont pas valides, en fait. Et ça remet, en fait, aussi en perspective ce truc-là de est-ce que en tant que, personne qui se considère comme femme et qui a, du coup, un cycle menstruel, je ne suis valable que quand mon corps est utilisé pour féconder, tu vois? Oui, oui, Un enfant. oui, exactement. Oui, Ouais. exactement. Le deuxième point que tu disais, c'était quoi la deuxième chose qui était Et la importante?
Et la deuxième, c'est que le fait d'utiliser le sang menstruel, pour moi, c'est oui, parler du corps, célébrer ce sang de la vie et tout ça, donc lié proprement à cette partie du corps, au fait de soigner des blessures et tout. Mais pour moi, c'est aussi un véhicule, un fluide que j'ai envie qu'il me permette de parler d'autres choses, en D'accord. fait. Et je fais un exemple concret. Bah, depuis longtemps, je m'intéressais à la question de l'exploitation dans les campagnes en Italie, parce que je viens d'une région qui produit beaucoup de tomates. D'accord. Donc, quand j'habitais encore en Italie, voilà, j'étais intéressée à ça et je voulais même aller travailler dans un champ de tomates pour voir quelles étaient les conditions de travail. Ce qui était très dangereux. Et D'accord. comme la plupart des personnes employées, ce sont des personnes migrantes, de toute façon, ça aurait été compliqué. Euh, et l'an dernier, en faisant des recherches, j'ai trouvé un livre d'une journaliste italienne qui s'appelle Stefania Prandi, qui a écrit une enquête qui s'appelle Or Rouge D'accord. et qui parle de la main-d'œuvre féminine, parce que c'est du coup que des femmes, qui sont employées dans les champs agricoles, dans le travail agricole, dans le sud de l'Italie, dans le sud de l'Espagne et sur la côte atlantique du Maroc. D'accord. Et du coup, c'est des femmes d'Europe de l'Est. En Italie, il y a beaucoup de femmes italiennes finalement, donc des femmes marocaines ou de l'Afrique du Nord en Espagne. Et voilà, et au Maroc, bah, surtout des femmes marocaines ou d'autres pays d'Afrique. Et en fait, du coup, elle l'appelle le livre Or rouge parce que ces femmes, elles cueillent que des fruits rouges, D'accord. ou des tomates, ou des poivrons, ou des haricots rouges. Enfin, en fait, tout ce qui est rouge, quoi. Ok, c'est intéressant. Et du coup, elle, bon, bien sûr, elle a changé le nom des travailleuses, mais donc elle les invite à parler euh, pour décrire leurs conditions de travail et dénoncer le fait qu'elles subissent plusieurs types d'exploitation. Mhm. Donc, pas que l'exploitation salariale, mais aussi des exploitations au niveau sexuel, des abus sexuels. Et ça, c'est quelque chose qui est encore très, très, très méconnu parce que déjà en Italie, on peut parler de la condition migrante et des ghettos qu'il existe dans le sud et de l'exploitation des champs de tomates notamment. Mais c'est souvent des travailleurs hommes. D'accord. Donc, c'est-à-dire que déjà, eux, ils sont invisibles, mais les femmes, elles sont encore plus invisibles. Et surtout, la question des abus sexuels, ça, c'est vraiment un gros, gros tabou. Donc, le travail qu'elle a fait, c'est quand même, c'est un peu une pionnière de ça en Italie, en tout cas. Et du coup, c'était un peu le livre, c'était un peu le livre que j'étais en train de chercher depuis longtemps. Et du coup, j'ai décidé de faire une série de collages qui parlent de ça, que j'ai appelé Or rouge. Donc, ce sont 9 petits collages finalement où j'ai utilisé du sang menstruel. Donc, bien sûr, je n'ai pas le sang de ces personnes-là concernées, mais symboliquement, Bien sûr. pour moi, c'était une manière de visibiliser le travail de ces femmes, de visibiliser ces histoires-là et de sensibiliser à ce sujet. Du coup, c'est dans ce sens-là où je dis que c'est un véhicule parce que là, j'ai utilisé le sang pour parler de quelque chose qui n'est pas forcément lié au sang menstruel. Mais bien sûr, j'imagine que la plupart des femmes qui travaillent dans les champs, bah, elles ont leurs règles, donc c'est quand même une manière de parler d'elles. Bien sûr. Ouais, et puis il y a cette idée de couleur rouge qui est pas anodine pour moi aussi, tu vois? Oui, Et le fait oui, d'appeler l'or rouge, enfin, pour moi, ça a vraiment, vraiment du sens. Tout est lié et tu pas forcément besoin, en effet, d'avoir leur propre sang parce qu'il est là, de facto. Il y a un truc très tu vois, c'est une énergie aussi et oui, on se focalise sur le fait, voilà, ce que tu utilises comme médium, mais bien évidemment, comme c'est de l'art, en fait, tu racontes et tu exprimes ce que tu veux par rapport à ça et c'est ça qui mm, est
intéressant. Et c'est que ça. Et pour moi, tu vois, le fait qu'il y a un double, il y a plusieurs niveaux de lecture, tu vois. C'est pas comme quand tu dis, ben, je l'ai fait à l'aquarelle. Oui, alors c'est une aquarelle qui a été faite machin, mais il y a quand même moins de, ok, c'est de l'aquarelle, mais qu'est-ce que tu as voulu dire derrière? Là, le fait que tu utilises un médium qui soit complètement différent, qui soit organique, qui soit cette énergie de vie, elle vient donner encore plus de corps à tout ce que tu vas vouloir exprimer, j'ai le sentiment, tu vois. Et je trouve ça très puissant, très très puissant. On va finir déjà le podcast, ça passe assez vite. Est-ce que tu aurais un... Si tu devais passer un message à, à des femmes, ou en tout cas à des personnes qui ont leur cycle menstruel, pour se le réapproprier, est-ce que tu aurais un conseil ou un truc à dire pour commencer ce travail? S'il y a cette envie-là qui vient des entrailles, de dire, OK, bah, peut-être que oui, il y a quelque chose que je peux faire là-dessus. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Un conseil pour se réapproprier de son sang. Bon, d'abord, je pense qu'il faut commencer par le voir, enfin, Mhm. par le regarder. Euh, et, et vraiment apprendre à sentir, enfin, ce qu'on ressent avant d'avoir nos règles, quand on a nos règles, enfin, pas forcément dans une démarche artistique, enfin, je pense en général, et de vraiment ressentir de quoi on a besoin. Ouais, Des fois, on a, enfin, si je parle vraiment d'une réappropriation juste, enfin voilà, corporelle par rapport à soi et pas, enfin pas dans l'art, vraiment se dire, je m'écoute avant d'avoir mes règles, ou est-ce que enfin, ça me fait mal où, enfin pourquoi, et puis j'ai mon sang, apprendre, oui, à le regarder, je dis regarder pour savoir si quelque chose ne va pas, le reconnaître, à sentir l'odeur, enfin, juste se rapprocher, enfin, vraiment organiquement se rapprocher si on peut. Et, et même en termes de nourriture, enfin, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, je sais qu'est-ce que j'ai envie de manger quand j'ai mes règles. Enfin, mmh, c'est plutôt dans une sensation, enfin voilà, comment on peut se sentir bien avec ça en fait. ouais, complètement. Et oui, donc vraiment, enfin, s'écouter et le regarder et se dire, enfin voilà, c'est quelque chose qui fait partie de moi, c'est comme des cheveux qui tombent, c'est comme, enfin aussi un peu le désacraliser, Ouais. le considérer comme oui, un fluide, quelque chose qui est bien, enfin ça sort de moi, ça va. Mmh. OK. Mm. Merci beaucoup Ndramé pour ton pour ta beauté et ce courage. Enfin, j'ai pas envie de courage, je pense que c'est pas, mais plutôt cette capacité à aller jusqu'au bout, tu vois, de ce que c'est que la liberté pour toi. Et même si c'est un chemin, donc il y a plein de choses encore qui doivent être faites, etc. On sait ça, mais quand même d'avoir ça, ce truc de se dire, bah, en fait, je fais les choses qui viennent de moi, en fait, de mes entrailles. Et cette connexion avec le deuxième cerveau, qui est deuxième cerveau, on a dit deuxième cerveau, peut-être que c'est le premier finalement, hein, on ne sait pas, mais qui est fondamentale. Et je pense que ton travail, c'est aussi un rappel de ça, de cette connexion à chaque partie de notre corps qui sont importantes. Donc le cerveau, les intestins, les entrailles, l'utérus qui est important, le cœur qui est important, enfin, le cerveau tel qu'on l'imagine quand on l'évoque. Et donc merci infiniment pour ce rappel-là, en fait, de prendre soin de nos entrailles et de notre utérus. C'est fondamental, surtout quand on a cette volonté de vivre en étant le plus libre possible. Mm. Keep going. Merci. Mais merci beaucoup aussi pour tes questions parce que ça me permet vraiment de mieux me positionner. C'est bien de, de répondre à des questions. Bah, écoute, plaisir partagé. En tout cas, n'hésitez pas à suivre le travail de Dramé si ça vous intéresse. Je posterai toutes les informations dans la barre d'infos. Même si vous n'êtes pas sensible ou que vous avez peut-être un sentiment de dégoût, de rejet, c'est généralement dans ces moments-là qu'il faut aller explorer parce qu'il y a sûrement quelque chose qui se cache derrière et vous allez sûrement apprendre quelque chose sur vous.
Et quand on n'en sait plus sur vous, on est sur nous-mêmes, c'est plus simple en fait d'être qui on a envie d'être. Donc, merci infiniment pour votre attention et n'oubliez pas surtout que le moment le plus important que vous vivez, c'est celui qui se passe maintenant, parce que le reste n'existe pas. Et voilà, prenez soin de vous et à très vite. Au revoir. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legiums, vous a présenté Amulette Podcast, un podcast qui vous permet de devenir magicien et artiste de votre propre vie. Présenté par Valérie Legiums, directrice artistique chez Upgrade et coach en créativité et image. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une très belle journée lumineuse.